Mm. Je me suis calmée. Parce que je suis arrivée avec deux émotions contradictoires. Oui. Une émotion à propos de ce qui se passe voilà, envers quelqu'un. Mhm. Et une émotion avec un coup de fil que je viens de recevoir ce matin. Ma belle-fille attendait à passer un examen, attendait son résultat et l'a obtenu. Et j'étais folle de joie. Mm. Bon. J'étais donc un peu bousculée. Et puis, ça s'est calmé. Ça se bouscule au portillon. Oui, mais en même temps, c'est bien parce que c'est deux émotions contraires mais complémentaires. Mhm. Et... Complémentaires, je ne sais pas, mais elles font partie du jet de la vie. C'est ça, c'est ça. Elles arrivent sans toi et elles vont repartir sans toi. Sinon, tu serais parti avec. Je suis détachée là, pour l'instant. Il faut surtout comprendre qu'il n'y a personne qui est attaché. On peut dire aussi, il faut comprendre que la personne est toujours attachée. Par une émotion, par une pensée, par un souvenir, par un passé, par un futur, par un problème. Ça, c'est la personne. Donc on peut dire, si la personne est identifiée, si vous arrivez à identifier la personne, félicitations. J'y arrive pas. Hein? Mais si vous arrivez à identifier la personne devient réelle, et donc les émotions, tout ce qui se passe, c'est tout accroché par cette identité. Hein? Ça voudrait dire que l'identité est responsable de ses émotions. S'il y a une identité, elle est responsable de ses émotions. Elle est responsable de ses pensées. Il paraîtrait même qu'elle serait responsable des événements du futur ou du passé. Donc ça, c'est à vous de voir, de trouver le centre dans la méditation, le centre de cette identité. C'est comme un jeu. La méditation, c'est comme un jeu. Il faut rentrer dans le jeu. Il faut y rentrer complètement. Et regarder les règles, comment ça se passe, les règles à l'intérieur de la méditation. Les règles à l'intérieur du corps humain, à l'intérieur de cet espace ici, de quelques centimètres. Comment ça se passe? Donc si on dit, j'ai une émotion, par exemple, l'émotion, elle arrive de quelque part. Peut-être quelqu'un qui a mis dans un saladier des ingrédients et il a créé une émotion. Peut-être c'est vous qui avez tout mis dans le saladier et puis l'émotion arrive. On ne sait pas comment elle arrive. À pied, en train, à cheval, en avion. L'émotion arrive. À ce moment-là, il y a comme une sorte de personne qui dit c'est mon émotion. C'est moi. C'est ma situation, c'est mon événement, c'est mon problème, c'est mon souci. Donc une émotion arrive. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'émotion. Mais c'est plus subtil que ça. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'émotion, par exemple. Mais en même temps, l'émotion en elle-même n'a pas d'existence propre. Parce qu'elle va repartir. Vous ne pouvez pas garder votre saladier avec l'émotion. Vous ne la tenez pas. C'est elle qui vous tient la plupart du temps. La plupart du temps, c'est l'émotion qui tient l'identité. Une sorte de prison, d'enfermement. Donc si c'est une émotion de joie, l'identité va garder cette prison dorée. Ça, je garde. C'est une bonne émotion, je vais la garder. Donc il faut que ta fille te rappelle tous les jours la bonne nouvelle. Comme si tu avais fait le tour du bocal et le lendemain tu rappelles. J'ai une bonne nouvelle. Ah ouais, j'ai une bonne nouvelle. Mais à un moment donné, tu veux dire non, c'est bon, je sais. Le ressenti n'est plus pareil. L'émotion perd de son intensité. Une mauvaise nouvelle, c'est pareil. L'émotion est très puissante et puis au fur et à mesure, elle est de moins en moins puissante. Elle perd de
de sa logique, de sa véracité. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de vie, c'est un mouvement, et donc il y a des mots sur ce mouvement, une émotion, une situation, un temps, un événement, il y a des choses, il y a une durée, une intensité, le chaud, le froid, le dense, la fatigue, l'énervement, très intense, très subtil. Tout ça, c'est un mouvement de vie. Il faut voir ce mouvement de vie à l'intérieur de ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes ne bouge pas. Quand l'émotion s'en va, par exemple, vous ne dites pas « Ah, moi je suis parti aussi. Où est-ce que je suis maintenant? L'émotion est partie. » Vous êtes toujours là, vous pouvez le confirmer. Mais tout ce qui est en mouvement n'a pas d'existence propre, c'est la vie elle-même. La vie elle-même existe, mais le mouvement à l'intérieur, on peut dire c'est la vie, mais ça n'a pas d'existence propre. C'est pas de la psychologie qu'on fait là, c'est voir, je vous donne une direction. Je mets un peu de sable dans le saladier. Donc on ne cherche pas à gérer les émotions. Pourquoi? Faire. C'est-à-dire que tout arrive spontanément et repart spontanément. Mais souvent on est agrippé. On est identifié. On donne une réalité. Et donc ça commence à être très lourd. Les valises. C'est comme on a mis comme dans les prisons avec les Dalton, avec les boulets. Au début c'est des petits boulets, puis après c'est des gros boulets. Puis après on dit, ah, la vie est difficile, j'ai du mal, c'est trop ceci, et là je souffre, et tout ça, et tout ça. C'est à travers le mouvement même, c'est là-dedans qu'on peut expérimenter le non-mouvement, l'état de Wichi. Donc on ne se défait pas du mouvement, on ne se défait pas de l'émotion, on ne se défait pas d'une situation. On est pleinement avec, parce que c'est la vie. Mais on n'est pas identifié. En étant pleinement avec, la vie se déroule, mais il n'y a pas d'accroche. Ça devrait ou ça ne devrait pas. Par exemple, il y a un moment, il y a un mec qu'on a appelé Bouddha ensuite. Il était dans le luxe, il y avait toute la richesse pour le bonheur. Il pouvait acheter tout ce qu'il voulait, les femmes qu'il voulait, il était dans tout ça. Puis à un moment donné, il a vu la souffrance à l'extérieur du temple, à l'extérieur du palais. Et quand il voit la souffrance, il dit, même l'argent, on ne peut rien faire contre ça. La maladie, la vieillesse, la mort, on ne peut rien faire. C'est une souffrance extrême. Et donc il a commencé à chercher. Donc il a commencé à partir déjà de tous les attachements, de tous les conditionnements, de toute cette croyance de dire tiens, ouais, c'est la fête, j'ai de l'argent, ceci, cela, je vais être heureux. Il a vu l'arnaque de ça. Il a dit mais ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça c'est la première chose, à voir la souffrance en toute chose. Mais ce toute chose c'est le mouvement de la vie. Mais la vie en elle-même n'est pas souffrance. Donc à partir de là, il a commencé à chercher. Il a commencé à aller voir des yogistes. Je pense qu'il y avait peut-être deux grands maîtres yogistes. Donc il a commencé à pratiquer des jeûnes très denses. Il ne mangeait plus, il pratiquait non-stop la méditation.
Et puis il s'est rendu compte que ça n'allait pas non plus. Il était trop faible, trop fatigué. Donc il a commencé à manger, il s'est rendu compte qu'en se nourrissant, sa pratique était mieux. Sa méditation était plus profonde, il y avait plus d'énergie. Donc il s'est dit, il n'y a pas besoin de faire ça, on va trouver le juste milieu dans la pratique. Il a continué à pratiquer. Il s'est retrouvé tout seul, parce que les autres ils ont dit, ah tu manges et tout, c'est pas normal. Et puis parce qu'à l'intérieur de lui il y avait quelque chose qui le ramenait toujours à trouver une solution à cette souffrance. Et donc dans la pratique yogiste, on atteint les états de samadhi, on atteint des états de félicité, on atteint des états de complète unité. On peut dire c'est comme des éveils. D'un seul coup on s'éveille, il y a comme des moments de vacuité complète. Mais il s'est rendu compte que ces moments-là ne duraient pas non plus. Parce que souvent maintenant on voit des gens, ah je me suis éveillé, tout ça, je suis libéré comme Bouddha. Non, c'est pas vrai, c'est le début. C'est-à-dire qu'on passe d'état de vacuité en état de vacuité, de vacuité, de vacuité. Mais tout ça nous amène à une sorte de... Il n'y a plus de substance réelle dans ce qui est illusoire en fait. Tout ce qui était accroché, tout ce qui était réel, tout ce qui nous semblait dense, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes ces envies, d'un seul coup elles n'ont plus de consistance. Et donc il a continué, il a dit mais c'est des états passagers, même si c'est des états merveilleux. Vous pouvez même être dans ces états-là face à votre maman morte. Comment ça peut se faire? Vous pouvez pleurer à sanglots, dans une tristesse énorme, bien sûr. Et en même temps, ou dans les secondes avant ou les secondes après, vous êtes en état de vacuité complète. Donc il y a un des deux qu'il faut. Et donc il a continué à chercher, il a continué à rentrer de plus en plus profondément dans cet état de félicité, dans ces états de vacuité. Et à un moment, il commence à rentrer au contact avec le jeu, la racine, le jeu, on revient toujours au jeu. Pour ça, dans les cas de l'Ayurveda, de la non-dualité en Inde, c'est la même chose, sauf qu'on enlève tout le côté un peu enseignement bouddhiste et tout ça, et qu'on rentre directement à la racine de « je suis ». On regarde directement à la racine. C'est pour ça qu'on fait des satsangs, où il y a un échange, question-réponse. Quand la personne pose une question, la réponse se fait à travers même les mots. C'est-à-dire que c'est la question le plus important, sur qui suis-je par exemple. Donc tant que la racine du jeu n'est pas vue, comme telle ce qu'elle est dans cet instant, il y a toujours la souffrance. Donc ça c'est important d'aller jusqu'au bout du cheminement. Parce qu'au début on va dire je médite, ça me fait du bien, ça me relaxe, ça m'apaise, c'est bon pour la santé, nanana, pleine conscience, etc. Mais c'est encore le mouvement, c'est aléatoire, c'est transitoire, ça ne dépend pas de vous. Problème de santé, une situation grave, etc. Donc il faut voir ce électro là, il se déploie sur quel écran? Donc l'éveil, c'est voir ce mouvement de vagues. Les vagues ne sont pas en dehors de l'écran, elles sont sur l'écran. Et puis quand il y a un éveil, ça fait ça. Pour la personne, c'est dramatique. C'est terrible. Mais en fait, vous voyez que l'écran, c'est ce que vous êtes, ce qui a toujours été. C'est la lumière qui permet à la forme de venir, au mouvement de venir, aux perturbations de venir, aux émotions de venir, à la vie tout simplement. Donc c'est pas une sorte de philosophie de dire tiens je vais penser ça, ça va me rassurer. Non, c'est l'expérimentation maintenant de l'écran qui ne pourra jamais être vu. Vous êtes cela. Donc ça c'est important de voir
Bien sûr, quand il arrive comme là un décès en fait, on aime dans la famille, on aime les personnes, mais il y a un amour plus ou moins différent suivant ses enfants, ses petits-enfants, son conjoint, ses parents, même entre les parents, le papa, la maman, il y a aussi des liens différents. Hein? Mais l'amour est global. Quand vous perdez par exemple votre maman, ça c'est le plus fort, c'est le plus intense, c'est le plus dense. Mais c'est dans cette même densité que vous pouvez voir ce qui est réellement. C'est-à-dire qu'on ne s'échappe pas de la situation. On ne peut pas. On peut pas sortir de cette situation. Mais on peut voir ce qui est. Mais souvent, si on veut le voir en tant que personne, en réfléchissant, en disant « Ah oui, on m'a dit ça, donc peut-être que je vais essayer de faire le vide. » Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a la vision directe. La vision directe, c'est vacuité. Par exemple, dans la chambre d'hôpital, ma maman, elle a fait sa dernière expiration une demi-heure avant. Et il y a des amis qui viennent de ma mère que je connaissais, enfin j'ai déjà vu, mais des personnes âgées, j'ai déjà vu. Elles viennent rendre visite à ma mère. Donc elles voient ma mère et comme ça, et puis ils pensent qu'elle dort. Hein? Ils viennent, ils disent bonjour et ils font « Alors comment ça va ?» Et là on lui dit « Elle vient de mourir. » Et là, effondrement, les pleurs, etc. C'est normal. Mais vous voyez que dans la seconde suivante, le monde intérieur a changé, mais pas le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que quand elle rentre, elle pense qu'elle est encore vivante. On lui dit qu'elle est décédée, tout s'effondre à l'intérieur. Pourtant, dans les 10 secondes avant, il n'y a pas eu de changement. Le changement a eu lieu ici. Vous voyez ? Donc on ne dit pas qu'elle ne doit pas pleurer, c'est pas ça. Hein. Bien sûr, tout se met en route, tout se déploie. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui arrive maintenant passe par le cerveau. C'est-à-dire que même le Bruno que vous voyez ici, ou la salle que vous voyez ici, elle n'est pas à l'extérieur de vous-même. Elle est uniquement ici. Si maintenant je vous demande où est Bruno, vous allez tous me pointer du doigt. Mais en fait, le Bruno, il est ici, dans chacun. Comprenez ? C'est-à-dire que si vous aimez une personne, s'il y a un amour très fort, comme l'amour de sa maman par exemple, c'est un amour très fort. C'est-à-dire que cet amour est toujours là. Il ne part pas. Ce que je dis avec mon beau-père, il est effondré complètement, donc il faut être là pour mettre beaucoup de compassion. Mais je dis, est-ce que l'amour est parti avec ? Ah non, il est encore plus fort, c'est tellement fort. Ah, je dis, ok. Donc je dis, regarde. Mais on est tellement perturbé, tellement pris là-dedans, on n'a pas appris à regarder la réalité. On a appris à être dans le monde des phénomènes, des illusions, des apparences. Tout ça, c'est fabriqué à l'intérieur par une machine incroyable. Donc on va dire après, c'est l'esprit. Donc le mental, on va dire, c'est l'esprit le plus bas. Il est posé dans des pensées, dans une histoire, dans tout ça. Il est lié à une sorte d'ego. Il y a quelque chose comme une personnalité, une identité. Quelque chose qui est attaché à tout. Et surtout attaché à lui-même. Peur de ne plus être. Donc il faut voir ça. Il faut voir ce mécanisme et ce jeu, comment il opère. Donc à un moment on a dit ah c'est malheureux, c'est pour elle, c'est triste, etc., etc., etc. Moi j'ai dit pourquoi c'est peut-être un miracle aussi pour elle. Vous voyez ? Parce qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons différentes. Mais en fait on va interpréter par rapport à ce qui se passe là-haut. Le docteur va constater le décès. Il va l'interpréter à cette façon, il va avoir son ressenti complètement différent, une émotion complètement différente, peut-être sans émotion. C'est un ressenti qui est différent, etc., etc. Mes tout petits enfants, ils ressentent
tristes, mais sans plus. Ils sont dans le présent, ils ne se rendent pas compte vraiment. Les enfants, comme nous, on est vraiment directement, mon beau-père encore plus, il est lié avec, attaché avec. Donc c'est important de voir comment ce corps réagit, comment les émotions surviennent. Donc on ne refuse pas les émotions. Si une émotion arrive, elle est vécue pleinement. Si vous pleurez pleinement. Mais tout ça, c'est le jeu de la vie. Parce que la vie ne s'arrête pas, jamais. Jamais, 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 jamais. Même l'ensemble de l'univers, de l'espace, de cette lumière-là, est à l'intérieur même de la vie. Donc souvent, on me dit, ah, le cancer a gagné, il l'a vaincu. Je dis non, c'est elle qui a gagné. C'est-à-dire que c'est immuable. Le corps, oui, le corps est fragile. Le corps est sensible. Le corps est vulnérable. Le corps est temporaire. Donc à un moment donné, il faut bien à un moment donné que la solution se trouve par cette porte. Et si vous touchez l'essence de votre jeu, cette vacuité qui est insondable, qui est inexprimable, vous allez voir que ce qui émane, le parfum de ça, c'est un amour indéfinissable. C'est un amour sans contraire. Et vous savez que le corps qui est allongé là, c'est le corps qui est allongé là, il est dans l'expression même de ce qui est en train d'être maintenant. C'est-à-dire que même le corps qui est mort, inerte, il y a un processus qui est en route aussi. Ce processus fait partie de la vie. Sinon le corps s'arrête, il n'y a plus rien qui bouge, on est bien d'accord. Mais bien sûr, tout va bouger encore à l'intérieur. Donc ce qu'il faut voir, c'est ce mouvement même à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de quoi? Comme les saisons qui passent. Ce n'est pas une fin, c'est le début pour la saison suivante, etc. etc. Mais souvent, on s'imagine tellement en tant qu'identité corps-esprit, ou corps mental, qu'on a du mal à imaginer ce qu'on pourrait être d'autre. Donc il ne faut pas l'imaginer, il ne faut pas le penser, il ne faut pas le croire, il faut expérimenter la vacuité. C'est dans l'expérimentation même de cette vacuité, dans ces états de samadhi, qu'on peut arriver progressivement à l'essence du jeu, l'essence de votre être. Et vous allez voir que ça ne dépend pas du corps, c'est pas une sensation du corps. C'est pas un concept mental, je vais bien, tout va bien. C'est quelque chose de très intime, c'est vous-même en tant que présence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation avec quoi que ce soit. Ce que vous avez mis en face de vous, c'est l'amour que vous avez déjà là. Et qu'il est partout, il est partout, 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 partout. Donc c'est ça qu'il faut essayer de voir dans la méditation. Essayer de voir ce qui ne peut pas être vu. Donc je reviens toujours à Saint-Exupéry, il dit toujours l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc c'est vraiment dans ça qu'il faut chercher, dans ça qu'il faut regarder. Il faut se poser. Éviter de s'accrocher à tout. C'est pas les événements, la pensée en elle-même n'est pas grave. C'est celui qui accroche. C'est le penseur qui s'accroche. Donc il faut voir tout ce mécanisme qui se met en route dans des situations comme ça, au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau de l'environnement. Donc le corps change, les émotions arrivent. Vous voyez, moi, l'émotion de la tristesse, les poumons ont été complètement cassés. Parce que la vibration est très forte. Donc les poumons, l'énergie, tout ça, ça fait son rôle. C'est en train de faire son rôle. Il n'y a pas de... C'est en train de se jouer, c'est la vie qui est en train de se jouer. Donc c'est à partir de là où il y a une compassion énorme, où il y a un amour énorme. Ce n'est pas une indifférence, c'est au contraire
contraire, être complètement dans l'ouverture. Complète. Donc tout ce qui arrive dans ces situations-là, les souvenirs, les pensées, les images, ça arrive, le mécanisme se met en place. Mais dans cette vacuité, c'est comme absorbé, parce que ce n'est pas réel. Le passé n'est pas réel, le futur n'est pas réel. La pensée n'est pas réelle. Donc tout ce qui n'est pas vrai, c'est couperé. Mais volontairement, on ne pourrait pas le faire. On pourrait le faire 5 minutes, mais après c'est trop. L'image commence à rester, il y a un souvenir, ah je me souviens, et puis ça passe. Donc c'est ça ce qu'on appelle trouver la racine du jeu, trouver la racine de la souffrance. Bien sûr, il va y encore avoir des souffrances. Les souffrances, elles arrivent, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est dans cette maturation de la présence, il y a comme une sorte de maturation. Et là, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus comme dans l'agitation du monde autour de vous. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans les mêmes paramètres. Donc là, vous pouvez aider. Là, vous pouvez être compatissant. Là, vous pouvez être pleinement avec la situation. Ça, c'est important de voir. Donc observez la vie à travers vous, observez comment elle opère à travers le corps, à travers les pensées, à travers les situations. Vous voyez ce qui se passe. Ça marche ? Ok, on fait le salut.